Toutes et à tous, ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre magazine Afrique Mag. Au menu ce soir, l'insécurité alimentaire qui menace notre continent, un sujet qui sera abordé dans la partie L'invité du Mag, dans une interview avec la commissaire à l'économie rurale et à l'agriculture de la Commission de l'Union africaine. Interview réalisée par nos amis de l'Union africaine de radiodiffusion, UAR, mais avant cela, place aux autres sujets et reportages, à commencer par ce pays qui continue de souffrir loin des regards du monde, le Soudan, où, selon des estimations, plus de 11 millions de personnes ont été déplacées en raison des affrontements en cours dans le pays, indique le dernier rapport publié par le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires. Le Soudan compte ainsi la plus grande population de déplacés internes au monde, plus de 11 millions de personnes, soit une personne sur 5 dans le pays. Sujet, Yasmine Messoudi. Le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, a appelé à fournir des efforts internationaux concertés pour résoudre le conflit au Soudan déchiré par la guerre. Alors que le nombre de personnes déplacées dans le pays a dépassé les 11 millions depuis le début des combats en avril 2023. Selon les dernières données de l'Organisation internationale pour les migrations publiées en juin, plus de 11 millions de personnes ont été déplacées en raison du conflit persistant dans ce pays du nord-est de l'Afrique. Et plus de 2 millions ont fui vers les pays voisins comme le Tchad, le Soudan du Sud et l'Égypte. Grandi a récemment visité des camps de réfugiés et des centres de déplacement à Kosti, dans l'état du Nil blanc au Soudan, où plus d'1 million de personnes ont trouvé refuge depuis le début de la guerre. Soyons très clairs, ce sont des civils qui n'ont aucune responsabilité, aucune faute de leur part dans ce conflit. Et pourtant, comme cela arrive si souvent, ce sont eux qui payent le prix le plus élevé. Les données de l'ONU montrent que les affrontements meurtriers au Soudan ont coûté la vie à plus de 15 550 personnes jusqu'à présent et ont laissé des millions de Soudanais dans une situation de risque imminent de famine. L'évolution des conditions météorologiques en Ouganda due au changement climatique affecte les systèmes de la chaîne alimentaire et provoque l'insécurité alimentaire. Pour tenter de stimuler la production, ce pays d'Afrique de l'Est se concentre sur l'agriculture intelligente afin de garantir la sécurité alimentaire. La région de Nakasongola est l'une des zones de stress hydrique en Ouganda. Elle reçoit peu de précipitations, ce qui affecte les récoltes. Les éleveurs parcourent de longues distances avec leur bétail à la recherche d'eau. Aujourd'hui, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture compense les problèmes de pénurie d'eau dans cette région grâce à des systèmes d'irrigation. Sali a ainsi pu augmenter ses récoltes. Même durant la saison sèche, nous avons de quoi manger. Nous gagnons des revenus avec les tomates que nous faisons pousser. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a indiqué que le pays perdait chaque année plus de 800 000 hectares de culture en raison des catastrophes liées au climat, telles que les inondations ou les périodes de sécheresse. Elle prévoit que les précipitations continueront à diminuer et que les températures augmenteront encore dans tout le pays en raison de la destruction des forêts et des zones humides. Il est donc nécessaire de recourir à des technologies intelligentes pour développer et améliorer les systèmes alimentaires. Ce système, comme vous pouvez le voir, n'utilise pas de combustible fossile, mais un système solaire pour pomper l'eau à une certaine distance. Il est donc possible d'apporter de l'eau aux agriculteurs et de garantir leur production tout au long de l'année. L'agriculture représente 24% du produit intérieur brut de l'Ouganda, mais les changements de température entraînent des sécheresses plus fréquentes et frappent durement la production. Permettre aux hommes d'affaires des deux pays de mieux se connaître et jeter les bases de la création d'éventuelles co-entreprises et développer ainsi les échanges commerciaux entre les deux pays, ce sont là, entre autres, les objectifs du Forum économique Côte d'Ivoire-Angola qui a rassemblé hommes et femmes d'affaires ivoiriens et angolais dans les locaux de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGES-ECI. À environ 30 milliards de francs CFA en 2022, la valeur des échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et l'Angola est jugée encore marginale par les autorités des deux pays qui veulent faire mieux au moment où leurs économies respectives sont confrontées aux défis de la diversification et de la zone de libre-échange continentale ZLECAf.
C'est dans cette dynamique que les hommes d'affaires ivoiriens et angolais se sont rencontrés et ont échangé dans le cadre d'un forum économique à l'initiative et dans les locaux de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. C'est Je suis particulièrement heureux de la participation à ce forum d'une forte délégation d'entreprises angolaises. Et je voudrais vous dire, chers confrères, et certainement chers futurs partenaires d'affaires, que vous êtes les bienvenus en Côte d'Ivoire. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, qui fédère près de 80% du secteur privé moderne, se tient à vos côtés pour vous aider à développer des affaires en vue de créer en synergie avec les entreprises ivoiriennes un cadre de prospérité partagée. En offrant le cadre de ce forum économique, les autorités ivoiriennes et angolaises disent miser sur le dynamisme des opérateurs économiques de leurs deux pays pour transformer les potentialités que regorge leur pays en opportunités. Je voudrais saisir l'occasion de cette cérémonie pour inviter les secteurs privés ivoiriens et angolais à se mettre ensemble pour créer des entreprises communes, des joint ventures dans des secteurs prioritaires de nos deux pays qui seront demain des champions régionaux capables de conquérir des marchés au niveau continental et international. Je voudrais les inviter à être plus audacieux et plus offensifs pour tirer avantage des gisements d'opportunités offertes par nos deux pays. Le Forum économique Côte d'Ivoire-Angola a enregistré 3 signatures de conventions entre institutions ivoiriennes et angolaises et un panel de haut niveau. Entre autres enjeux, permettre aux hommes d'affaires des deux pays de mieux se connaître et jeter les bases d'éventuelles co-entreprises. La deuxième édition de la Clinique des entrepreneurs africains, un événement annuel organisé par le collectif des formateurs et des éducateurs d'Afrique, COFEDA, et qui rassemble les jeunes entrepreneurs des pays d'Afrique. Son objectif, permettre à ces jeunes de s'outiller pour désormais mieux gérer et assurer la pérennité de leurs entreprises. Ils sont nombreux à créer leur propre entreprise, mais peu sont ceux qui s'en sortent malgré leur détermination à réussir. Plusieurs facteurs expliquent cette contre-performance. La clinique des entrepreneurs africains entend leur apporter des solutions, une opportunité de formation qui va les outiller à mieux gérer désormais leur entreprise. Nos entreprises sont malades, quel hôpital ces entreprises vont aller? C'est de là que nous avions mis en place. Donc lors de cette semaine, il y en aura des séances de formation, de mentorat et de consultation qui seront faites pour savoir quels sont les problèmes que rencontrent les entreprises togolaises et africaines et quelles sont les solutions qui seront adaptées pour que ces entreprises puissent avoir une croissance et un développement. Ces différents modules qui vont être déroulés au cours de cette session leur donneront les outils indispensables pour innover et gérer de façon efficiente leurs entreprises afin de contribuer au développement durable de leur pays. Nous instaurons cet événement comme un cadre qui va guérir les entrepreneurs. Ils auront à se retrouver entre eux, ils auront à poser les questions qu'ils ont toujours voulu poser à des experts qui vont tout naturellement donner les réponses adéquates. Notre désir, c'est de ne plus voir les entrepreneurs qui vont commencer les entreprises et après 2 mois, ces entreprises-là vont fermer parce qu'ils n'ont pas su gérer exactement les fonds d'entrée, les fonds de sortie, les bénéfices, le côté fiscalité. L'association Collectif des formateurs et éducateurs d'Afrique crée ainsi un environnement propice à la croissance et à la prospérité des pays africains. L'initiative est encouragée par la directrice générale du FAEJ, bras opérationnel de la promotion de l'entrepreneuriat jeune au Togo. Les travaux prendront fin le 29 juin prochain. Aux Comores, le concours d'entrée en 6e et CEP s'est déroulé de manière satisfaisante grâce à une bonne organisation et à la mobilisation des différentes parties. Malgré quelques absences, les candidats ont pu passer leur examen dans les meilleures conditions possibles, en attendant bien sûr les résultats. De l'île d'Ngazidja, 8729 candidats étant inscrits pour ce concours, bien que 150 d'entre eux n'ont pas pu se présenter. Sur toute l'île, 30 sites ont été sélectionnés pour accueillir les candidats répartis dans 280 salles de classe.
Lors d'un point de presse tenu en présence de l'ex-ministre de l'Éducation, le directeur de l'ONEC, le secrétaire général du ministère de l'Éducation, le président de jury Saïd Abdou Djaye a déclaré que les épreuves se sont déroulées dans de bonnes conditions. On a noté un total de 8 729 candidats inscrits. Le taux d'absence est de 1,78%, soit 150 candidats absents, avec la supervision et la surveillance de 570 enseignants retenus pour la surveillance de cet examen. Les conditions étaient toutes réunies, puisque jusqu'alors on n'a noté aucun incident dans cet examen. Lors de notre visite dans différents sous-centres, notamment le lycée de Moroni et l'école primaire application, nous avons constaté que les examens s'est déroulés comme prévu, malgré quelques difficultés rencontrées relatives au jeune âge des candidats. Toutes les conditions étaient bien réunies. Tous les surveillants sont presque présents. Donc le petit problème, c'est que les candidats sont des petits enfants, ils sont trop petits. Ça nous pose un petit problème pour au moins les faciliter leur tâche. Du côté logistique, avez-vous rencontré quelques soucis? Oui, au niveau des logistiques, il n'y a pas grand-chose. Seulement, nous avons eu un petit problème à propos des feuilles d'examen, d'accord, qui sont mis dans les enveloppes. On a trouvé que parfois les comptes n'ont pas été corrects. Donc là, il a fallu rapidement trouver la solution pour que tout le monde puisse avoir sa feuille d'examen. Mais en gros, tout le matériel, depuis il y a 2-3 jours, sont là. Le concours d'entrée en 6e et CIP s'est déroulé de manière satisfaisante grâce à une bonne organisation et à la mobilisation des différentes parties. Malgré quelques absences et des défis mineurs, cet examen a permis aux candidats de démontrer leurs compétences et de franchir une étape importante de leur parcours éducatif. Aux Comores toujours, seule l'association Vitilicom a assuré la célébration de la journée internationale du vitiligo, une journée marquée par les émotions fortes manifestées par les personnes atteintes, le soutien moral et la lutte contre les préjugés associés à cette maladie. C'est pourquoi les spécialistes des maladies cutanées et les familles des personnes atteintes ont été conviés. L'association Vitilicom a vu le jour en 2023. Elle comptait alors 15 membres actifs. Lors de cette journée internationale, beaucoup des personnes atteintes se sont présentées pour découvrir l'objectif de l'association, partager des idées et des émotions et pourquoi pas adhérer à cette alliance. L'association Vitilicom a association de cette journée internationale du vitiligo en Union des Comores. Il a été caractérisé par des émotions fortes manifestées par les personnes atteintes, le soutien moral et la lutte contre les préjugés associés à cette maladie. C'est pourquoi les spécialistes des maladies cutanées et les familles des personnes atteintes ont été conviés. C'est une maladie qui est là, qui est partout, parce qu'on estime à 0,5 à 1% de la population mondiale qui souffre de cette maladie. Aujourd'hui, les Comoriens ont compris que c'est une maladie qu'il ne faut pas se cacher. C'est pourquoi ils ont créé cette association et je les en félicite d'avoir créé cette association parce que cette association a permis d'organiser cette journée. Et cette journée va permettre ceux qui souffrent de cette maladie en cachette de s'ouvrir au monde. Je suis venue ici en tant que sœur d'un membre qui est atteint du vitiligo. Je suis ici parce que je voyais mon frère très seul, il ne parlait pas, il ne parle pas avec les amis, il portait du cache-nez. Du coup, quand il a rencontré l'association Vitilicom, il a commencé à être joyeux car il a vu qu'il n'était pas seul dans l'association. Il y a beaucoup de gens qui ont cette maladie. Du coup, je suis venue ici aujourd'hui pour remercier l'association de l'avoir mis à l'écart de la solitude. Parcours de soins,
Le nouveau traitement du vitiligo est le thème choisi cette année. 0,5 à 1% de la population mondiale est atteinte par le vitiligo. C'est une maladie inoffensive et non contagieuse. Les membres du Vitiligcom se sont engagés avec énergie pour la réussite de cette journée. Les habitants en fait, de tout le pays ont le droit en fait, de savoir, de connaître, de comprendre. Il y en a qui me voient passer et qui n'osent pas me poser la question du comment et du pourquoi. Nous, on a saisi en fait, l'occasion pour le dire tout haut, ce que la plupart des gens pensent tout bas ou qui n'arrivent pas en fait, à poser les questions que les gens n'arrivent pas à nous poser, nous qui vivons cette maladie. Donc c'est une journée d'échange, c'est une journée d'information, c'est surtout une journée de mobilisation. Nous n'avons eu aucune aide quelconque, celle de bonne volonté en fait des membres. La bonne volonté des membres, nous sommes donnés comme d'habitude, en fait, ce genre de maladie, c'est ce qu'on appelle une maladie orpheline. Et une maladie orpheline, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, ça n'a pas de parents, ça n'a pas de sponsors, ça n'a pas de... Donc, c'est une maladie, en fait, nous-mêmes, on s'est pris en charge. L'association Vitiligcom a vu le jour en 2023 et elle comptait 15 membres actifs jusqu'à ce mardi 25 juin 2024 où beaucoup de personnes atteintes se sont présentées pour savoir l'objectif de l'association, partager des idées et émotions et adhérer à cette alliance. Place à présent à la deuxième partie de ce magazine, à savoir l'invité du MAG, Jingle. Conflits, épidémies, inflation, changement climatique. Pour toutes ces raisons, l'insécurité alimentaire en Afrique refait l'actualité. Depuis janvier 2023, les Nations Unies alertaient sur la hausse de l'insécurité alimentaire grave au Sahel. En 2024, la situation n'est pas plus reluisante. Les combats entre groupes rivaux dans certaines régions du continent occasionnent le déplacement massif des populations. Mis à part l'insuffisance de ressources financières, le déficit de production est mise en exergue comme cause profonde de l'insécurité alimentaire sur un continent dont la population pourrait presque doubler d'ici 2050. Avec tout le potentiel dont dispose l'Afrique, avec 60% de terres arables non cultivées, avec la population la plus jeune au monde et des ressources hydriques importantes, pourquoi le continent n'a pas encore atteint son autosuffisance alimentaire ? Et que fait l'Union africaine pour résoudre durablement la question de l'insécurité alimentaire? Ce sont là quelques questions posées à Madame Josepha Léonel Correa-Sacco, commissaire à l'économie rurale et à l'agriculture de la Commission de l'Union africaine. Interview réalisée à l'occasion de la première édition du Pan-African Food Debate tenu à Alger. Bonjour, AFRICEDMAG, le magazine du Centre des échanges de contenu de l'Union africaine de radiodiffusion, a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Mme Josepha Sacco, qui est commissaire à l'économie rurale et à l'agriculture à la Commission de l'Union africaine. Bonjour Madame. Bonjour. Et surtout merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation à pied levé. Je vous remercie aussi de m'avoir donné l'opportunité de visiter le centre. C'est la première fois que je viens visiter le centre. Je suis vraiment très ravi de voir les installations et vraiment je remercie le gouvernement de l'Algérie pour avoir donné cette facilité. Merci Madame. Et je vais vous rentrer dedans tout de suite avec une première question qui va tout droit à cette conférence qui vous fait venir en Algérie et qui portait sur l'alimentation en Afrique, en vous posant cette première question sur la situation de l'alimentation aujourd'hui en Afrique. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Est-ce que l'Africain mange à sa faim? Merci beaucoup pour cette question pertinente. Comme vous savez que l'alimentation, c'est vraiment un droit universel pour tout citoyen, pour toute population au monde.
Nous, avec tout le potentiel que l'Afrique a, nous avons 60% de terres arables non cultivées, nous avons une jeunesse, la région qui a la population la plus jeune, c'est l'Afrique. Nous avons des ressources hydriques partout et on ne pouvait pas être dans cette situation. Mais nous savons quels sont aussi les aléas qui nous amènent vers cette tendance. Et donc, je dirais que nous ne sommes pas en mesure de vraiment respecter les objectifs ou bien les engagements de nos chefs d'État à travers la première édition de la transformation de l'agriculture, c'était Maputo, à travers la déclaration de Maputo, qui disait en soi il faut assurer la sécurité alimentaire et investir 10% dans l'agriculture. Ça, 10 ans après, on est en 2 décennies, 20 ans, on ne voit pas de résultats escomptables qui peuvent améliorer les conditions de vie de nos populations. Nous avons, après ça, les chefs d'État, on est parti dans l'étape de Malabo Déclaration. Ils ont donné beaucoup plus des engagements, plus vifs selon les gaps qui étaient entre Maputo et Malabo. Et on voit toujours... Bon, il y a eu des amélioraments, beaucoup de changements parce que dès que j'étais élu, je commençais à accélérer l'évaluation, la mise en œuvre et l'évaluation de ces plans d'action ou bien de ces projets phares. Et on a vu que, il y avait l'engagement numéro 7 du chef d'État. Ils disent que tous les 2 années, nous devons faire un rapport pour voir quelle est l'évolution, quel est le progrès qu'on a fait sur cet agenda de post-Malabo au CADEP. Et on a vu que malgré, on n'est pas vraiment à la mesure, mais je fais pendant mon mandat 4 éditions, c'est toutes les 2 années. On a vu que la première édition, on était faible. Mais cet instrument, le dernier instrument de CADEP, Mutual Accountability, ça a permis que nos pays se réveillent. Ça, c'était avant la Covid, 2 années avant la Covid, que nos pays se réveillent pour commencer à prendre au sérieux cette déclaration. Il y a eu aussi le problème de l'alignement entre la politique continentale et le plan d'investissement national. Donc, on a commencé à travailler par les indicateurs. Par exemple, nous disons dans cette CADEP, d'ici 2025, nous allons finir avec la faim. Voilà un des indicateurs. Et on a aligné le plan national de développement avec notre programme continental qui a été approuvé par nos chefs d'État. Et vous dites que ce n'est pas possible d'en finir avec la fin en 2025? Non, en 2025, on vient de soumettre maintenant le rapport, la 4e édition du rapport. Je ne dirais pas que ce n'est pas la peine, mais il y a eu des progrès. Parce que le benchmark est très élevé de la 4e édition. C'est 7. Tu dois avoir 7,8 sur 10 pour être en track. Mais les États membres, la plupart, on a eu 26 pays qui ont eu au-dessus de 5. Normalement, quand c'est au-dessus de 5, c'est bon. Mais le benchmark, c'est tellement ambitieux qu'on voulait vraiment nous assurer à 7 pour dire quels sont les pays. Mais on a eu 4 États membres qui ont fait des efforts, pour vraiment atteindre le top, presque 7. Et nous les avons, nous avons gratifié, nous avons reconnu, on a donné des prix à ces 4 pays. À ces 4 pays. Donc cet exercice pousse l'agenda. Parce que si on reste comme ça, juste fait ça, sans faire une évaluation, c'est dangereux. Donc pour nous, aujourd'hui, on dit que c'est une bonne leçon de cet exercice et on veut poursuivre. Madame, tout à l'heure, lorsque vous parliez je pose la question de savoir, est-ce qu'on mange à sa faim en Afrique? Vous avez évoqué la question de l'eau, la question de l'agriculture. Quelle est la corrélation entre l'agriculture, l'alimentation et l'eau? Nous devons regarder que on ne peut pas faire l'agriculture sans l'eau, sans le soleil et sans la terre. Voilà les nexus.
Si tu n'as pas l'eau, comment tu peux faire l'agriculture? Et aujourd'hui, avec le problème des changements climatiques, nous avons une pluviométrique. Le système pluviométrique ne marche pas. La météorologie nous informe qu'il faut vraiment créer des résiliences à travers l'irrigation. Là, ça c'est un problème d'adaptation, nous devons nous adapter parce que sans eau, on ne peut pas. Et l'eau, ce n'est pas seulement l'agriculture, c'est tous les secteurs. C'est la vie, même pour nous, même pour notre aliment. Nous devons boire l'eau, nous devons faire l'hygiène. Nous avons vu l'exemple de Covid. On a eu besoin de l'eau. Donc l'eau est vraiment la vie dans tous les secteurs, surtout l'agriculture qui dépend de la pluviométrie, et la pluviométrie à cause de problèmes de changement climatique, on ne peut pas. Donc l'eau est très importante. Le soleil aussi est important. Donc nous avons toutes ces facilités et on doit vraiment essayer de voir une bonne gouvernance de l'utilisation de l'eau dans notre continent. Je suis aussi en charge de l'eau et la sanitation, l'hygiène, assainissement. Et on voit que dans ce programme, paix a été fait. Paix a été fait dans l'assainissement. C'est pour cela que même quand il y a des pluies torrentielles, on a des inondations. On peut dire que c'est le changement climatique. Ce n'est pas le changement climatique. Ça peut être aussi l'assainissement que nous ne prenons pas ça en charge. Et ça tue la plupart de nos populations qui habitent surtout dans des zones glissantes, dans des montagnes comme ça, là où il y a les érosions. Et ça, là, nous sommes en train de regarder ces problèmes de près au niveau de l'Union africaine. Vous avez évoqué également la question de l'impact de toutes ces dégradations sur les enfants. Vous avez évoqué les questions de malnutrition, de maladies infantiles. Et quand on sait que les enfants, c'est l'Afrique de demain, est-ce que vous y croyez, vous, pour cette Afrique de demain? Moi, je crois que si on améliore toutes ces conséquences-là des enfants, parce qu'on ne peut pas avoir 30% des enfants en Afrique qui ont un retard de croissance, stunted children, 30% de ces enfants. Et ça, c'est le futur de demain. Et l'alimentation a à voir avec la connaissance de l'enfant, la mémoire de l'enfant. C'est très important. Si tu nourris un enfant dès sa naissance jusqu'à 5 ans, tu es en train de former un capital humain. Parce qu'il est fort, il peut absorber à l'école tout ce que le professeur... Il n'est pas faible mentalement et je crois que l'alimentation s'y joue. Et il peut faire face. Hein? Il peut faire face. Au moment où on parle de panafricanisme, il est africain. Il est africain. Et il a les capacités de se reconnaître. Il a la capacité de se reconnaître. C'est très important parce que quand on n'a pas ça, c'est vraiment... Il y a des enfants qui vont à l'école, ils sont faibles, ils ne sont pas résistants. Par exemple, dans ma vie antérieure, moi j'étais la secrétaire générale de l'Organisation interafricaine du café. Et en tant que café, il y a des tabous qui se disent les enfants ne peuvent pas prendre de café. Mais les leçons qu'on a appris avec le premier producteur de café qui est le Brésil, quand l'enfant vient, quand il se lève le matin, il est encore assommé, il met une petite cuillère de café dans son lait. Et ces enfants-là, on a eu des études, j'ai fait 13 ans à l'Organisation interafricaine du café, on a eu des études, des enfants qui prenaient le café étaient plus intelligents que les enfants, parce que les enfants qui ne prennent pas le café, pas beaucoup, mais une cuillère, et juste un peu. Et quand tu mets ça, ça rebondit l'enfant. Donc on a tous ces études-là et le Brésil fait ça jusqu'aujourd'hui. Et ces enfants-là, et ça, tu prépares le capital humain à travers l'alimentation. Et nous allons dire, une conférence comme celle à laquelle vous venez d'assister, African Food, peut changer quoi? Quelle peut être sa contribution à tout ce débat? Pour moi, c'est... Surtout qu'on voit quand même qu'il y a moins de 10 pays africains qui ont participé sur les 54. Est-ce que c'est impactant? Moi, je ne suis pas découragé parce que ça, c'est la première édition. Je ne suis pas préoccupé parce que c'est une édition inaugurale. Une édition inaugurale, et je félicite le gouvernement algérien pour cette initiative. Je n'ai jamais vu un débat. Nous, on a toujours des débats, on a toujours des conférences avec ce titre. Un débat panafricain, débat d'aliments panafricains. Je n'ai jamais vu ça. On va dire food system, food quoi, mais une thématique comme ça, pour moi, c'est la première fois que je participe dans une thématique un débat sur l'alimentation panafricaine, le débat panafricain sur l'alimentation. Pour moi, c'est la première fois
Et vraiment, je félicite parce que je vis les contenus des débats. Parfois, on n'a pas seulement besoin des hommes politiques, mais je vis nos institutions nationales. Je vis les buy-in africains, des sociétés civiles, les associations des paysans. Tout ça, on était tous ensemble ici, moi en tant que l'Union africaine, et je suis dans une transition de préparer un plan décennal d'un à l'autre. Ce sont des informations qui vont servir aussi à mettre, parce que nous sommes en train déjà de faire le débat de consultation avec toutes les parties prenantes dans l'agriculture ou dans l'alimentation, et je crois que c'est encourageant. Parce que ce que j'ai appris par le IRGI, comment on appelle, une visite chez le ministre de l'Agriculture, que ça sera d'abord au niveau même de cette région, parce que l'année prochaine, je crois, ça sera au Dakar, après Mauritanie. C'est comme ça que les initiatives naissent. Quand on va voir l'ampleur et le rôle que vous allez faire pour publier, parce que même la déclaration, c'est une déclaration positive. Les pays sont souverains d'organiser leurs propres initiatives, amener ça au niveau de l'Union africaine. Et puis, parce que si tu regardes, on a une initiative Naître bleu, Grandir bleu de Mozambique. Ils ont commencé comme ça. Aujourd'hui, ce sont des grandes plateformes où tout le monde qui sont dans l'économie bleue viennent pour ça. Et maintenant, ils veulent aussi que cette initiative, ils ont déjà demandé au chef d'État d'adopter cette initiative comme initiative panafricaine de l'Union africaine. Et nous, tous les 2 années, on va avoir cette plateforme. Voilà, ça aussi, on peut toutes les 2 années faire dans ce sens, parce que c'est déjà des débats avec des think tanks et tout. Moi, je crois qu'il a le pied, comme on dit chez nous, pour bien les ailes, pour voler. Et on va sortir par là, madame, si vous le permettez. Vous posez la question, vous présentez l'Union africaine. Qu'est-ce que l'Union africaine fait pour résoudre durablement la question de l'alimentation pour les Africains? Et c'est ce que j'ai dit. Nous, notre mandat, c'est élaborer les politiques publiques, élaborer le stratégie et élaborer le projet. Nous ne sommes pas un organisme de financement. Donc, l'avantage de l'Union africaine est que tous les États membres, tous les 55 États membres, sont membres de l'Union africaine. Donc, c'est vraiment la plateforme de notre concertation pour arriver à une politique commune. C'est pour cela le CADEP, qui a été créé en 2003, c'est vraiment l'outil le plus important, et de le faire domestiquer, aligner avec les politiques nationales. Ça, c'est notre rôle. Et puis, faire, comme je dis, les suivis et l'évaluation de toutes ces politiques, et faire le suivi et l'évaluation, et mobiliser aussi les ressources pour la mise en œuvre de tout ça, ce qu'on fait. Voilà notre rôle, et je crois qu'on est en train de le faire. Et vous êtes en plein dedans. D'accord, merci. Merci, c'était Madame Joseph Assago, commissaire à l'économie rurale et à l'agriculture à la Commission de l'Union africaine. Madame Sakho a bien voulu accepter de répondre à nos questions. Merci de nous avoir honorés, madame. Merci beaucoup. Et surtout, bon vent dans vos activités que je sais nombreuses pour promouvoir l'agriculture et l'alimentation en Afrique. Merci beaucoup. Merci au gouvernement aussi algérien de nous donner cette plateforme, cette institution, et nous devons vraiment exploiter pour donner beaucoup plus de communication, parce que l'Union africaine fait beaucoup. Tous les départements techniques, nous travaillons beaucoup pour vraiment l'Afrique que nous voulons et l'agenda 2063. Merci. Voilà, ainsi s'achève ce numéro d'Afrique Mag. Merci à tous nos amis techniciens du Studio 2 et merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée. Salam.